Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 25. Que vaut la psychanalyse? À mesure que nous avançons dans l'histoire du développement des idées de la psychanalyse, les grands noms se succèdent, apportant chacun leur touche à cette grande fresque dont les contours deviennent planétaires. De Carl Rogers à Françoise Dolto, nous abordons aujourd'hui l'étonnant double mouvement qu'a connu la diffusion de la psychanalyse dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je poursuis donc ma passionnante conversation avec Jacques Van Rielaert, professeur de psychologie et ancien psychanalyste. Il y évoque les effets bénéfiques de la psychanalyse, mais aussi ce qui l'a mené à arrêter de la pratiquer. Chapitre 5. Le triomphe du signifiant. Carl Rogers, qui est un grand nom de la psychologie moderne, était très influencé par les thèses d'Otto Rank, dont on parlait tout à l'heure. Et par contre, il était vraiment choqué par les interprétations sauvages. Et donc, lui, il a quitté aussi les rangs de la psychanalyse, même si au départ, sa formation était liée à ça. Et il est devenu le père de la psychologie humaniste. Donc, on arrive à un moment charnière de l'histoire où finalement, il y a des gens qui vont rester dans la psychanalyse, mais il y en a aussi qui, à un moment donné, prennent de la distance. Et puis, il y a des nouveaux outils, notamment grâce à la théorie de la réfutabilité de Popper et la systématisation des recherches sur des grands échantillons, etc., qui vont faire qu'on accède à quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Et Carl Rogers, aujourd'hui, on peut dire que quand même ce qu'il a énoncé reste tout à fait valable. Oui, il y a des idées fondamentales. D'ailleurs, dans ma formation de comportementaliste, la première journée, donc 6 heures, a été consacrée à la théorie Rogers. Parce que Rogers a bien mis en évidence des conditions fondamentales d'une bonne psychothérapie. Il dit, voilà, il faut qu'il y ait une acceptation inconditionnelle de la personne, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tous ses comportements. L'acceptation inconditionnelle de la part du thérapeute. Oui, de la part du thérapeute, il faut vraiment accepter la personne, quitte à éventuellement critiquer des comportements, mais la personne doit se sentir comprise et, si possible, de façon empathique. Et enfin, il faut aussi que le thérapeute essaye d'être le plus authentique possible, que la personne n'ait pas l'impression que le thérapeute joue un rôle et qu'elle écoute vraiment et qu'elle soit sincère avec le patient. Et ceci m'amène à dire que, d'une certaine façon, beaucoup de thérapies fonctionnent. Et y compris la psychanalyse, vous allez toujours trouver des gens qui sont satisfaits pour diverses raisons, et surtout chez les psychanalystes qui prennent la peine d'écouter, qui donnent le sentiment d'accepter la personne, qui va déculpabiliser. Donc la psychanalyse, une de ses fonctions essentielles, c'est déculpabiliser notamment la sexualité, les fantasmes, la masturbation, etc. La personne donc va avoir l'occasion aussi, en s'exprimant à haute voix, de prendre mieux quand même conscience de certains de ses comportements, de ses idées, éventuellement d'échanger, et va quand même parfois avoir l'idée de nouveaux comportements. Donc c'est ce qu'on appelle les facteurs communs ou les facteurs non spécifiques que l'on va retrouver dans pratiquement toutes les thérapies, ou en tout cas dans beaucoup, et ce qui font que beaucoup de thérapies marchent. Pour les cas simples. Pour les cas compliqués, c'est une autre affaire. Pour les cas pathologiques, ça devient évidemment... Par exemple, pour des troubles obsessionnels compulsifs graves, si la personne se lave les mains 30 fois par jour, c'est pas en ayant simplement ces attitudes d'empathie, de compréhension et d'acceptation que la personne va cesser ces rituels. Mais c'est un préalable, et dans certains cas, ça peut suffire. Pour revenir un instant à la psychanalyse, par exemple, un effet que l'on va retrouver quand même souvent, c'est que la psychanalyse va donner un statut aux personnes qui sont en analyse. Les personnes sont fières d'être en analyse. Fabrice Lucchini dit, moi, ça fait 40 ans que je suis sur le divan. Fabrice Lucchini. Il y a des gens qui sont très fiers, et les gens sont moins fiers de dire, je suis chez le psychiatre. Donc, ça donne un statut. Il y a un côté intellectuel. Ça donne un côté intellectuel. On sait qu'on a les moyens de se payer l'analyse. Et puis, ça donne confiance à la personne. C'est typique. François Giroux, par exemple, a écrit le résultat de sa psychanalyse. Elle dit, la principale chose que j'ai appris grâce à ma psychanalyse, c'est ne plus rougir de moi. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Mais disons, ça dépend du nombre d'années qu'elle a passé pour obtenir ce résultat. C'est quand même très coûteux. On pourrait, avec d'autres techniques, apprendre aux gens à devenir plus assertifs. Alors, effectivement, ce que vous indiquez est très important de comprendre, c'est que on arrive à un moment de l'histoire de la psychologie qui permet d'identifier les éléments fondamentaux pour avoir une thérapie qui fonctionne. Donc ça, on le doit à Carl Rogers, entre autres. Une base. Maintenant, la psychanalyse...
obtient des résultats sur certains problèmes de psychisme. Et ça a été étudié scientifiquement. Oui. Donc, on a des résultats scientifiques qui montrent que dans certains cas, la psychanalyse est utile aux patients. On le verra un peu plus tard. Je le précise juste pour dire qu'on n'est pas là pour dire que ça ne marche pas du tout. Non, je n'ai jamais dit, je pense, dans ma vie, que la psychanalyse ne marchait jamais. Voilà. Ça, c'est une aberration. Ça crève les yeux qu'il y a des gens qui sont bien contents. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui deviennent véritablement accros au divan, qui restent pendant des années. Ça leur plaît beaucoup. Ça leur plaît beaucoup. Oui. C'est le lieu, ils sont écoutés, il y a un rendez-vous, le thérapeute est toujours à l'heure. Oui, c'est un cadre propice à la réflexion sur soi. Oui, et on est valorisé. On peut dire n'importe quoi dans ces associations. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et le psychanalyste ne va pas se mettre à dire à gorge déployée. Oui, bien sûr. Alors, il y a un personnage aussi qui a œuvré aux États-Unis que j'aimerais qu'on aborde, c'est Bruno Bettelheim. Oui. Lui, il a été considéré pendant 40 ans comme l'un des psychanalystes les plus influents du monde. C'est quand même quelqu'un qui a d'abord été chef de clinique pendant des années. Il s'est concentré sur la question de l'autisme. Il a écrit des bouquins très connus comme La psychanalyse des contes de fées ou La forteresse vide au sujet de l'autisme. Et quand on creuse, alors vraiment là, on tombe des nues. Je crois que lui, il a la palme, parce qu'il était porté au nu. Mais quand on regarde, alors non seulement il n'apporte aucune preuve de rien, ce qui devient compliqué, parce que là, on est à la deuxième moitié du XXe siècle, donc ça devient déjà plus gênant. Il fait des affirmations qui sont extrêmement préoccupantes. Il compare les mères des enfants autistes à des personnes pires que des conditions de vie dans des camps. Oui. Il considère que, clairement, si un enfant est autiste, c'est à cause de sa mère et que sa mère lui fait vivre l'enfer sur Terre. En réalité, en plus, il se présente comme psychanalyste qui a connu Freud, qui a fait partie du cercle, etc., viennois, etc. Les historiens qui se sont penchés sur son cas, il y a une enquête très précise sur lui d'un auteur d'un bouquin que je mettrai dans les ressources, qui dit que non, en fait, lui, c'était un négociant en bois viennois qui a émigré en 1939 aux États-Unis, donc à cause du nazisme. Et il dit avoir été libéré du camp de Buchenwald par Eleanor Roosevelt. Donc, très simplement. Alors, c'est vrai qu'il a été au camp de Buchenwald. Il en est sorti parce que on sait qu'à l'époque, les Allemands avaient libéré les camps en 1939 parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer toute cette population, etc. Donc, sans aucune preuve, aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé la trace de cette libération par Eleanor Roosevelt. Il affirme avoir guéri des enfants autistes, alors qu'on n'en a aucune trace. Et il dit avoir obtenu plein de doctorats avec félicitations en philosophie, en histoire de l'art, en psychologie, etc. Enfin, moi, ça me fait penser à Berkane, qui est un peu la figure contemporaine des gens qui prétendent avoir eu plein de doctorats et qui, quand on vérifie, ça ne correspond pas. Mais je crois que Bettelheim, lui, il bat tous les records. Et il a été à la tête d'une clinique. Oui, l'école orthogénique de Chicago. Et en fait, sur un bluff total. Alors, évidemment, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'était difficile de vérifier un CV qui était très long avec plein de choses extraordinaires. Personne ne s'est soucié d'où venait ce monsieur. Bon, mais lui, il a eu quand même des répercussions énormes, notamment sur les questions de l'autisme. Ça a été une catastrophe pour les mères d'autistes. Je me souviens avoir été un soir à une réunion où il y avait des parents d'autistes et un film, et j'ai regardé ces gens comme étant... si pas des criminels, en tout cas comme étant vraiment la cause des malheurs de leur enfant. Ça a été un endoctrinement catastrophique. Et sur le long terme, ça a duré des décennies. Long terme, oui. J'ai reçu d'ailleurs, après la publication de mon livre « Les illusions de la psychanalyse », ici, des mamans d'enfants autistes qui m'ont raconté des choses absolument hallucinantes. Notamment, l'une me disait « Oui, alors voilà, il y a un psychanalyste qui m'a dit « C'est pas étonnant que votre fils est autiste, vous l'avez appelé Denis, vous l'avez dénié dès avant sa naissance. Donc, c'est inscrit dans son prénom. Voilà, vous voyez qu'il n'existe pas. Mais tout ça est hallucinant. En tout cas, Bettelheim, lui, il parle de réintégration complète, je cite, des enfants autistes qu'il a traités. Et non. D'abord, il y a eu très très peu de cas d'autistes dans sa clinique. Et puis d'autre part, non, à aucun endroit on ne voit d'enfants autistes sous sa surveillance qui ont pu revenir à une vie améliorée en tout cas. On peut ajouter que son livre Psychanalyse des contes de fées est pour une large part un plagiat. Donc on a en plus. Oui, c'était vraiment un imposteur. C'est peut-être le pire dans l'ensemble. C'est beaucoup plus fort que Freud qui raconte j'ai guéri 18 hystériques et de son neurasthénique. Ça vaut la peine de le nommer parce que je pense que il faut que ça se sache. Oui.
Bon, en tout cas, aux États-Unis, au fil du temps, après cette énorme explosion de la psychanalyse partout dans les universités, dans les hôpitaux, les cliniques, etc., au fil du temps, on commence à abandonner la psychanalyse et au profit de la recherche scientifique dans les années 60. On va avoir une explosion de la méthode. Oui, pour deux raisons. C'est que d'une part, dans les années 60, on va trouver des médicaments qui vont permettre de faire sortir beaucoup de personnes qui étaient enfermées ad vitam dans des hôpitaux psychiatriques. Notamment pour dépression, pour troubles de l'humeur. Les neuroleptiques, il y a les effets secondaires, c'est pas sans problème, mais il va y avoir le progrès de la pharmacologie. D'autre part, d'autres thérapies, en particulier les thérapies comportementales, vont aussi alors devenir la véritable concurrence de la psychanalyse. Il y a évidemment dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus qu'en Europe, une tradition empirique de vérification. Et donc, les choses changent dans les années 60. Ouais. Ce qui est curieux ou stupéfiant, c'est que c'est à ce moment-là que ça se démarre en France. Et exactement. Oui, extraordinaire. Ouais, c'est un hasard un peu historique peut-être, parce que c'est surtout le personnage de Lacan. Enfin, il y a différents facteurs qui vont expliquer le succès de la psychanalyse en France. On a vraiment ce qu'on peut appeler un cas français. C'est-à-dire que dans les années 60, c'est le moment de l'irruption réellement de la psychanalyse en France, qui va devenir une pratique de premier ordre et également dans les médias. À l'époque, donc, la psychanalyse n'avait pas encore vraiment pris. On était plus dans une logique biologique, neurologique. On utilisait les médicaments qui avaient été découverts dans les années 40-50, qui commençaient à apporter des traitements intéressants. Mais finalement, on n'était pas très dans l'écoute. Et c'est par là, sans doute, que le bas a blessé. C'est-à-dire qu'avec 68, il y a des gens qui ont commencé à s'insurger en disant « Bon, vous êtes gentils avec vos traitements neurologiques, mais nous, on a envie d'être écoutés. On a envie aussi, en tant que praticiens et futurs praticiens, les étudiants dans les universités, on dit « Nous, on veut pouvoir écouter les gens, on veut pouvoir apporter du réconfort, et pas qu'avec des choses mécanistes, entre guillemets. » Donc finalement, là où les États-Unis étaient passés par ce courant psychanalytique, qui avait apporté justement l'écoute, etc., et étaient retournés aux neurosciences, aux études quantifiées, etc., la France avait encore ce manque-là de l'écoute. Oui, les années 60 sont les années où la psychanalyse va se développer vraiment en France. Il y a un personnage qui va jouer un rôle absolument déterminant, c'est Jacques Lacan. Parce qu'il va parler du désir et il va aussi séduire les intellectuels, les philosophes, les lettrés, les journalistes, etc. Avec Lacan, c'est vraiment la jonction avec tout le courant des sciences humaines. Donc, Et alors lui, il est psychiatre, il a une formation de médecin, et il commence à exercer la psychanalyse en 1932. Mais c'est vraiment tardivement dans sa vie, vers 65 ans, 60 ans, que vraiment il va connaître son heure de gloire, alors avec 1968. Oui, dans ces années-là, il a déjà un certain succès, notamment dans les années 50, ça commence, il fait école, et sa principale particularité, pourrait-on dire, c'est que c'est un féru de philosophie. Il a suivi le séminaire de Kojève sur Hegel, donc il admire tout à fait Heidegger, dont il essaye de devenir l'ami d'ailleurs. Donc il va reformuler toute une série de concepts freudiens en termes philosophiques, tout en étant quand même aussi très freudien. Il connaît l'allemand, et alors il va beaucoup insister sur ce qu'il appelle le retour à Freud. Il dit voilà, la psychanalyse en France et partout dans le monde, surtout aux États-Unis, c'est une cacophonie. Il faut revenir aux origines. Il faut revenir aux origines, il faut revenir à Freud. Mais ce faisant, il va progressivement développer quand même sa propre conception très teintée de philosophie, ce qui va plaire à toute une série de philosophes qui vont, alors, dans leur cours, pas seulement d'humanité, mais aussi à l'université, commencer à parler de plus en plus de psychanalyse, et notamment des textes de Lacan qui, jusque dans les années 50-60 à peu près, restent relativement compréhensibles. Ces textes sont écrits dans un style pompeux, prétentieux. Lacan fait un étalage magistral d'érudition, donc il a lu beaucoup, c'est un grand lettré, donc ça plaît à une large catégorie d'intellectuels. Il va faire école. La première idée qu'il reprend et qu'il met en avant et qui vient de Freud, c'est la confirmation du complexe d'Oedipe. Dans une phrase très connue, il dit « De rapport sexuel, il n'y en a pas,
il y a des rapports incestueux. Donc là, on sent bien qu'il fait vraiment référence à l'Oedipe. Mais on sent aussi une autre chose que j'aimerais bien que vous commentiez, c'est la complexité de son discours. Parce que quand il dit de rapports sexuels, il n'y en a pas, ça veut dire quoi ? Oui, il y a pas mal de philosophes et d'auteurs qui ont comme ça des formules qui paraissent étonnantes. Et alors, si on les prend au pied de la lettre, on vous dit, ouais, vous n'avez rien compris. C'est pas du tout ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie préétablie entre l'homme et la femme. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi pas dire ça, qui est parfaitement compréhensible, c'est-à-dire le rapport sexuel. C'est vrai que Lacan, c'est un peu le champion du monde des formulations qui laissent pantois. Oui, oui. Ouais. Alors, concernant le complexe d'Oedipe, quand même. Concernant le complexe d'Oedipe, vous avez fondamentalement deux visions. D'une part, il va expliquer que le complexe d'Oedipe, c'est le rapport, si vous voulez, de la loi. Le père, c'est en fait la loi. Le tiers séparateur. Oui, c'est ça qui est nécessaire pour échapper, en quelque sorte, à la mer, à la nature. La mer qui est comme un crocodile et qu'il faut qu'il y ait une barre qui puisse tenir ouverte la gueule du crocodile qui représente symboliquement la mer. Là, on est apparemment assez loin de Freud. Mais alors, il a d'autres formules. Et ici, je lis, par exemple, il dit « Le mythe d'Oedipe désigne ceci, que la seule personne avec laquelle on ait envie de coucher, c'est sa mère, et que pour le père, on le tue. » Et c'est exactement ça qu'a avancé Freud. Oui, donc une fois, il dit une chose, et puis une autre fois, il dit autre chose. Oui. En fait, Lacan, quand on regarde bien ses écrits, surtout à partir des années 70, j'oserais dire qu'il dit un peu n'importe quoi. Il fait des associations libres, comme dans une psychanalyse, et on suppose que ça émerge en quelque sorte de son inconscient, qu'il y a là une vérité qu'il s'agit de découvrir. Mais quand même, il s'oppose à Freud sans vraiment le dire, puisqu'il dit clairement qu'il exclut les affects, ce qui était quand même un point important pour Freud. Oui, il ne s'occupe pas des émotions. Ce qui, lui, l'intéresse, c'est les jeux de signifiants, des mots. Oui, le langage, en fait. C'est ça, le cœur, l'inconscient est structuré comme un langage, c'est comme ça qu'il le présente. Et donc la seule chose qui l'intéresse, c'est des jeux de signifiants. Pour lui, d'ailleurs, l'inconscient, ce n'est pas l'inconscient de Freud, bouillonnant des pulsions, qui est, Freud dit, comme un chaudron, wie einen Kessel. Non, pour Lacan, l'inconscient, c'est des jeux de signifiants, de mots, et que lui va alors décoder en faisant des jeux de mots. Donc là, on retombe sur effectivement les jeux de mots, les symboles, des interprétations vraiment assez poussées, on va dire, avec Lacan. Je dirais vraiment tiré par les cheveux. Et donc, cette façon de faire de l'analyse s'est répandue. À l'époque où j'étais dans un centre de consultation et de thérapie de type psychanalytique et surtout lacanien, par exemple, à une réunion de cas, un de mes collègues me dit « Voilà, je viens de recevoir une étudiante qui a peur des examens. » Alors, il dit ça, on voit bien ce que c'est. Bon, moi, je ne voyais pas tout de suite ce que c'était. Beaucoup de gens ont peur des examens. Elle avait une sorte de phobie des examens. Elle avait une phobie des examens. Elle n'avait pas pu passer ses examens parce qu'elle avait fait une crise de panique. Et alors, il répète, oui, elle avait peur des examens. Je ne comprends toujours pas. Enfin, il dit, les sexes à main. Je dois te faire un dessin, oui. Ah, les sexes à main. Donc la masturbation. La masturbation. Mais oui, il dit, évidemment. Je ne connais pas la suite de l'histoire. Est-ce qu'il a appris à cette étudiante à se masturber sans culpabilité pour qu'elle passe ses examens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était devenu la clé universelle. Et donc, notamment dans le club des psychanalystes dont je faisais partie, à l'école belge de psychanalyse, à l'époque, on ne cessait de faire des jeux de mots pour tout. Pour tout expliquer. Lors d'un dîner, les jeux de mots, ça fusait. C'était très marrant. C'était très facile. Avec la sensation de détenir une connaissance, finalement. Oui. Mais par rapport à cette histoire de langage qui est vraiment centrale chez Lacan, et dans son mode d'expression, où il a vraiment une expression très particulière, on le voit dans des vidéos s'exprimer, c'est très théâtral, c'est très mise en scène, il déclame ses idées, etc. Il fait des longues pauses, mais aussi dans l'utilisation du vocabulaire et des significations des mots. Tout ça, c'est vraiment central chez lui, et pour lui, on est tributaire du signifiant, comme il dit, dans notre rapport aux objets. Et donc, ça veut dire que le signifiant nous modèle, nous modélons le signifiant. Enfin, il y a ce rapport-là. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que Noam Chomsky, qui est linguiste, donc c'est son métier, lui, il a dit non. En fait, ce que dit Lacan n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça ne se vérifie absolument pas d'un point de vue linguistique. Dans la recherche sur la linguistique et l'impact du vocabulaire des langues, etc., sur l'esprit humain, non, on ne retrouve pas ça. Donc là encore, certaines études scientifiques viennent infirmer des choses qui sont affirmées de manière, certes, très volontaire et très assumée, mais qui finalement, on se demande d'où elles viennent.
Elles viennent de Freud. Freud aussi a déjà fait des interprétations basées sur des jeux de mots. Oui, et d'ailleurs, il semblerait que Lacan était très impressionné et très imprégné d'André Breton, qui lui-même avait été aussi imprégné de psychanalyse. Alors, il parle aussi de forclusion du nom du père. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, cette chose ? Oui, c'est quand on ne prend pas le père au sérieux, donc quand la mère va aliéner l'enfant et que le père n'aura pas sa place. Pour Lacan, c'est évidemment catastrophique. Parce que le nom du père, donc le nom de famille, en fait, a un impact c'est une énorme. métaphore, oui. C'est pas seulement le père biologique, mais enfin la figure du père de la loi, est indispensable pour se développer. Une autre notion chez lui, c'est le stade du miroir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Lacan est pris en flagrant délit de plagiat parce qu'il reprend l'idée de Henri Wallon, qui est un médecin, psychologue français qui a eu son heure de gloire, surtout dans la première moitié du XXe siècle, et qui a déjà décrit le stade du miroir. Donc chez le petit enfant, le moment où il se regarde dans un miroir et qu'il se reconnaît. Qui est attaché. Alors, Lacan reprend cette idée. Ce qui est choquant, c'est qu'il ne cite pas Henri Wallon. Mais alors, dans l'article où il a développé cette notion, d'abord, il y a un jargon de type philosophique, enfin, un peu du Hegel. Mais au niveau des faits, il y a des choses qui sont inexactes parce qu'il dit, voilà, l'enfant se reconnaît à l'âge de 6 mois. Alors, il dit encore autre chose qui est faux. Il dit, c'est spécifiquement humain, le chimpanzé ne se reconnaît pas, ce qui est faux. Il y a des expériences qui montrent que si, par exemple, pendant qu'un chimpanzé dort, on l'endort, et puis on met une tache rouge, par exemple, sur son front, et puis quand le chimpanzé est réveillé, on le met devant un miroir, dès qu'il voit cette tache rouge, il va avec sa main frotter, il se demande ce qui se passe. Il se demande qu'est-ce qui est arrivé au visage. Donc, le chimpanzé se reconnaît dans un miroir. Et Lacan, par rapport à cette notion de stade du miroir, il dit « Le moi est objet d'illusion car elle devient sujet en étant renvoyé par le regard de l'autre. » On retrouve cette magnifique simplicité. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qui l'intéresse dans le stade du miroir ? Pourquoi il utilise cette notion ? Il pense que c'est dans le miroir que la personne apprend à s'identifier et qu'elle risque aussi, en s'identifiant, d'être aliénée à sa propre image. Donc une sorte de narcissisme ? Oui, qu'on peut être piégé par l'identification qu'on fait de soi-même. Mais une question quand même qui m'a un peu taraudé, que j'ai une fois posée au séminaire lacanien, je dis alors les aveugles, et la réponse a été tout le monde s'est mis à rire. Ok, donc ça glisse. Oui, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que tout ça était à un niveau symbolique, qu'il fallait prendre ce pas au pied de la lettre. Oui, mais c'est ça aussi, c'est quand même une question importante à se poser. C'est est-ce que Lacan, comme la question que je vous posais tout à l'heure sur Freud, est-ce que Lacan n'était pas aussi dans une sorte de dérision, d'humour ? On sent qu'il a beaucoup de plaisir quand il parle et qu'il joue beaucoup avec les mots. On sent qu'il y a un appétit chez lui avec le langage. Est-ce que finalement, ce qu'il dit, oui, c'est une sorte de poésie, quoi. Une sorte de flow auquel il ne faut pas essayer de s'accrocher aux mots, mais finalement s'imprégner de sa pensée. Oui. Je crois vers 1975, j'ai eu un choc lorsque un de mes amis psychanalystes m'a invité à dîner chez lui et il m'a raconté qu'il y avait un groupe de psychanalystes qui avait passé 2 soirées à comprendre 2 phrases de Lacan, à savoir « l'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprise », de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. Alors, je précise, ça c'est une phrase qu'il a dite à l'oral, dans une émission qui est passée à la télévision à l'ORTF, chaîne française, et il a vraiment dit cette phrase. Oui, parce que... Conclusion de cette émission. Oui, ce sont les 2 dernières phrases de l'interview qu'il a fait à l'ORTF, interviewé par son beau-fils, et qui a été publiée sous forme de livre qui s'appelle Télévision. Donc vous pouvez aller voir, si vous avez le petit livre. Oui, et même cette vidéo est disponible sur Internet, je mettrai le lien. Absolument. Et il a eu l'occasion de relire le texte. On dit bien qu'il a relu le texte et qu'il a approuvé. Avant qu'on publie, il a revu. Il a validé. Oui, il a validé. Il a même rajouté des petites notes dans la marge. D'accord, ok. Ce qui est remarquable, c'est que ses collègues ont passé 2 soirées et pour autant que je sache, personne n'a dit « c'est idiot, c'est de la poésie », ils se moquaient. Oui, ils l'ont pris au pied de la lettre. Ils l'ont pris au pied de la lettre en disant « ça doit signifier quelque chose ». Et alors, le psychanalyste qui m'invitait, il allait à Paris 1 fois par semaine et il faisait donc son contrôle pour devenir psychanalyste chez Lacan. Et il m'a dit, tu sais, moi j'ai demandé à Lacan ce que ça voulait dire. Et Lacan m'a dit, j'ai dit ça pour les assonances.
C'est-à-dire que là, je suis quand même tombé de ma chaise parce que je me suis dit, donc Lacan peut dire n'importe quoi, jouer avec des assonances. Et alors, il y a des lacaniens qui vont pendant 2 soirées essayer de trouver quel sens ça pourrait avoir. Mais c'est ça qui est incroyable, ça veut dire que lui-même, en tant que grand maître à l'époque, n'a pas dit aux gens, écoutez, je fais des assonances, je fais des jeux de mots, voilà pourquoi je le fais. Peut-être qu'il trouvait que ça pouvait être utile pour les gens, je n'en sais rien, mais il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Donc finalement, la plupart des psychanalystes ont essayé de comprendre et essayent toujours de comprendre, d'interpréter, un peu comme on va essayer de faire l'exégèse de la Bible, c'est d'interpréter ce que veut dire tel ou tel verset. Donc c'est ça qui est, à mon avis, effectivement problématique, c'est que peut-être que c'était de l'humour et peut-être que c'était que de l'assonance, mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on est thérapeute ou est-ce qu'on enseigne une thérapie ? Oui, on est loin de la thérapie. Mais des psychanalystes disent oui. En fait, Lacan disait ce qui passait par la tête et quelque part, ça avait quand même toujours un sens. Il suffisait de chercher, on finissait par trouver de la signification. Donc, il n'avait pas pu le dire par pur hasard. Ça devait avoir un sens quelque part. Il y a une autre chose aussi qui me choque dans ce qu'a pu développer Lacan, c'est cette impression que j'ai en tout cas qu'il y a une sorte de négation de la maladie psychique. Chez lui, le symptôme n'est pas une affaire anatomique, justement, pathologique, mais une question de logique. Donc, on revient au langage. Et le corps malade et douloureux est en jouissance, selon lui. Il est au-delà du plaisir. Donc, je ne sais pas pour lui quelle est la différence entre plaisir et jouissance, mais il y a cet aspect qu'on retrouve aussi chez les psychanalystes qui vont le suivre, qui est que la psychose, en fait, elle ne doit pas être traitée par les médicaments, alors qu'à l'époque, on en avait sous la main et qui ont bien sûr évolué et se sont beaucoup améliorés depuis, mais que c'est une histoire de conversation. Alors ça, je trouve que c'est quand même grave parce qu'on est à une époque, au moment où il dit ça, où on sait qu'il y a des problèmes neurologiques, on sait qu'il y a des composantes chimiques et biologiques, et lui, apparemment, les nie. Ce qui est grave, c'est que des personnes, finalement, vont perdre du temps et de l'argent dans des thérapies qui ne sont pas efficaces. C'est d'autant plus grave qu'il y a des alternatives. Il fut une époque où il n'y avait pas moyen de soigner des psychoses et même d'autres troubles. Donc, au 19e siècle et même au 20e, pendant la première moitié du 20e siècle, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent. Et donc, ce qui est malheureux, c'est que des personnes perdent leur temps et peuvent malheureusement aussi aller plus mal. Parce que un effet dont on ne parle pas beaucoup dans le public, mais qui est quand même connu des psychothérapeutes, ou en tout cas de certains, c'est ce qu'on appelle l'effet de détérioration. Donc on sait aussi qu'il y a des gens qui, après avoir suivi une thérapie, ne changent pas ou vont plus mal. Exactement comme en médecine. Si vous avez un traitement inadéquat, vous pouvez aller plus mal. Et ça se passe aussi lorsque la personne pense qu'il a un très bon traitement et qui ne va pas mieux. Donc, si vous avez une maladie physique et on vous donne des médicaments, vous n'allez pas mieux, vous dites, oh là, ça c'est grave. Donc, il peut y avoir une espèce d'effet nocebo. Oui, où on se dit qu'on a une maladie très grave parce qu'on n'arrive pas à la surmonter, alors que c'est juste qu'elle a été maltraitée, en fait. Oui, et donc c'est la même chose avec les psychothérapies. Si vous pensez que la psychanalyse est la Rolls-Royce des psychothérapies et que vous n'allez pas mieux, vous dire, mon cas, il est vraiment grave. Et donc, il peut y avoir une détérioration. Oui, mais il y a cette espèce, pour moi, de romantisation de la psychose chez Lacan, où on a l'impression que, non, mais le délire, en fait, ça fait partie de la vie de tous les jours, c'est normal. Et puis, en fait, le fond de l'esprit est délire. Et la vérité est au bout de cette quête délirante de la psychose. Donc, rappelons ce que c'est que la psychose. C'est des gens qui souffrent énormément, qui sont soit, par exemple, bipolaires, qui ont justement des hallucinations, des délires, des moments de grande terreur, etc. Donc, lui, il va banaliser ça comme si c'était, en fait, une sorte d'expression jouissive de l'esprit humain. Je trouve que c'est dangereux et c'est préoccupant qu'il y ait un tel discours qui a été développé et qui a été suivi, quoi. Oui. Complètement à côté de la plaque, quoi. Oui. À ma connaissance, il ne traitait pas beaucoup de psychose. Bon, alors, il a fait sa thèse sur le cas d'Aimé, qui est un délire paranoïaque. Mais ça, c'était tout au début, dans les années 30. Mais à partir d'un certain moment, il fait comme Freud. Il ne fait pratiquement plus que des didactiques. Et c'est justement par les didactiques qu'il est devenu si connu et qu'il a pu transmettre sa pensée.
Oui, c'est aussi par le charme de ces séminaires auxquels les gens se C'était du grand spectacle. C'était du grand spectacle. Donc, Lévi-Strauss, le célèbre ethnologue, raconte qu'il est allé une fois, qu'il n'a rien compris et que ce qu'il avait le plus étonné, c'était de voir autour de lui des gens qui semblaient comprendre alors que lui ne comprenait rien. Donc, il disait, voilà, j'avais l'impression d'assister à une séance de chamanisme. Ce qui s'est passé, qui a contribué aussi au succès de Lacan, c'est qu'il a fait ce qu'il appelle des séances de psychanalyse et de didactique à durée variable. Donc, il pensait que lorsque la personne dit quelque chose de très important, il faut arrêter et laisser la personne alors réfléchir à ce qui vient d'être dit. Arrêter la séance. Oui, voilà, qu'il y avait un point de coupure et qui était souhaitable de façon à ne pas continuer à ronronner avec des associations qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Mais alors, il a utilisé cette technique donc de la coupure de la séance à ce qu'il jugeait être le bon moment, et ce qui a fait que les séances sont devenues de plus en plus courtes. Et à la fin, ça ne durait plus que quelques minutes. C'est-à-dire 3-4 minutes. Il y a plusieurs témoignages de Perrier et d'autres, de ses élèves qui finalement ont claqué la porte, ont critiqué Lacan, et qui disent qu'on venait tout simplement chercher le titre de psychanalysé par Lacan. Et donc, on venait lui serrer la main, on déposait l'argent, et il disait « à demain ». Wow. Et donc, les gens disaient « moi, je suis un analyste sur le divan de Lacan ». Donc, ils avaient du prestige et ils devenaient psychanalystes après X séances de didactique. Alors, l'association française de psychanalyse s'était émue quand même, d'abord parce que d'autres didacticiens voyaient que tout le monde allait chez Lacan, en tout cas beaucoup de monde. Et puis, il y a une plainte à la Société internationale de psychanalyse qui a fait une enquête. Et pendant une dizaine d'années, Lacan a été rappelé à l'ordre. Chaque fois, on disait, quand même. Oui, une dizaine d'années, du milieu des années 50 jusqu'en 63. Donc, on a dit non, il faut quand même que les séances de didactique durent entre 40 et 55 minutes. Mais chez Lacan, ça durait invariablement quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, et puis c'était au suivant. Donc, Lacan voyait à peu près 60 personnes par jour, et il y avait des gens, non seulement dans la salle d'attente, mais dans les escaliers. Enfin, la maison entière était remplie de gens qui attendaient leur passage sur son divan. C'est très théâtral, ça aussi. Hein. Oui, alors il avait aussi une sale manie que les gens regrettaient, c'est qu'il ouvrait la porte, il regardait un peu et il pointait son doigt sur quelqu'un, il disait « vous ». Donc, on ne passait pas sur son divan selon l'ordre d'arrivée. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites par rapport à la critique internationale de la communauté psychanalytique, c'est que justement, Winnicott, dont on parlait tout à l'heure, a fait partie des grands critiques de Lacan et a dit c'est pas sérieux, quoi. Oui. Et au niveau français, par contre, c'était Marie Bonaparte, qui, était vraiment une grande dirigeante, voire la dirigeante oui. Elle de la n'aimait société pas. Elle psychanalytique. trouvait que Lacan était un peu paranoïaque et avait un moi enflé, ce qui est vrai. En 1953, il y a une réunion des psychanalystes de l'Association internationale à Copenhague, et on décide que les didactiques de Lacan ne sont plus reconnues, que les gens qui ont été formés par Lacan, par leur didactique, doivent refaire un bout de didactique chez quelqu'un d'autre qui fait 45 à 55 minutes. Et donc, Lacan est extrêmement frustré. Pourtant, il peut continuer à enseigner, il peut continuer à faire de la thérapie, bien sûr. Comment d'ailleurs aurait-on pu lui interdire ? Bien sûr. Mais il est très mécontent. Et il va alors, l'année suivante, faire un séminaire qui commence d'une manière tragique, où il se compare à Spinoza. Il dit, voilà, je suis victime du kérem, l'association internationale me déclare inapte à faire des didactiques. Et il fonde sa propre école. D'ailleurs, moi-même, j'avais fait ma demande à la Société belge de psychanalyse, qui était purement freudienne, en 64. J'étais en deuxième année, psycho. Et on m'avait dit, non, il faut d'abord terminer vos études de psycho ou faire la psychiatrie. Le professeur Scott est arrivé à Louvain et est devenu professeur. Je lui ai parlé de mon projet de devenir psychanalyste. Il m'a dit, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Nous fondons une société que nous allons appeler l'École belge de psychanalyse, rivale de la Société belge de psychanalyse, qui est rattachée à la Société de Lacan, à l'École freudienne de Paris. Et chez nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer directement votre didactique. C'était plus facile. C'était plus facile d'entrer. Et d'ailleurs, dans les collèges de psychanalyse, on retrouvait à l'époque plusieurs prêtres qui avaient abandonné le sacerdoce. C'était la fin des années 60. L'église se vidait. Et il y avait des philosophes, etc. On ne demandait même plus du tout de faire des études de psychologie ou de psychiatrie. Donc, c'était devenu très facile. Et par la suite, le nombre de lacaniens a explosé.
est devenu beaucoup plus important que le nombre de psychanalystes de la Société française de psychanalyse ou de la Société belge de psychanalyse, donc, où là, il y avait quelques centaines. Et en quelques années, il y a eu des milliers de psychanalystes lacaniens. Oui, donc il a complètement inondé le marché. Il a inondé complètement le marché. Et en plus, comme il y avait une large part de culture, de philosophie et tout ça, il a séduit aussi les lettrés, les journalistes. Beaucoup de journalistes sont allés sur le divan, comme François Giraud, qui était à l'Express. Et donc, il a pénétré complètement les médias. Et oui, et du coup, on comprend bien que ça a été beaucoup relayé et qu'il a pu passer sur l'ORTF, justement. Oui. La société typiquement freudienne, rattachée à l'Association internationale freudienne, est tombée dans l'ombre. Bon, il y a toujours des gens qui sont de cette société, qui se forment là-bas, qui doivent être psychologues ou psychiatres pour être acceptés. Oui, mais plus rigoureux. Chez Lacan, pas du tout. Et les gens qui s'engageaient, vous disiez, il y a des prêtres défroqués qui sont orientés vers la psychanalyse lacanienne. J'ai l'impression que chez ces gens-là, il y a encore plus cette dévotion vis-à-vis du maître, parce qu'il avait ce côté très grandiloquent, et que finalement, quand les gens s'engageaient dans le lacanisme, c'était leur vie, quoi. Oui, surtout que ces prêtres, par exemple, qui devenaient psychanalystes, comme ils n'avaient pas de diplôme de psychologue ou de psychiatre, s'ils abandonnaient la psychanalyse, c'était difficile parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc, c'est avec ça qu'ils travaillaient. Donc, c'est plus facile pour un psychologue de dire, bon, maintenant, la psychanalyse, je ne pratique plus beaucoup, ou même plus, ou je passe à autre chose. Oui, parce qu'ils ont un bagage académique, un diplôme. Donc. Il y en a une qui a quand même bien suivi Lacan et qui était très proche de lui, c'est Françoise Dolto. Elle était médecin également, mais elle était pédiatre. Et elle a commencé en 1938, donc quelques années après lui. Elle était aussi très freudienne, on va dire. Elle se présentait comme telle. Et je dirais que c'est assez compliqué par rapport à Françoise Dolto, parce que à la fois, on se dit, elle a été celle qui a introduit le questionnement au sujet de la place de l'enfant dans la famille, l'éducation de l'enfant, etc., au sein de la famille. Et à la fois, on observe que, justement, en essayant d'appliquer les préceptes et les dogmes de Freud, on arrive à des aberrations, voire des choses extrêmement dangereuses, quoi. Donc, elle était proche de Lacan. Elle validait quelque part, elle était d'accord. C'était une grande amie. Voilà, il faisait partie de la même société freudienne. Oui, elle a suivi etc., Lacan lorsqu'il a fondé son école. Et elle a une approche qui est de s'intéresser à l'enfant normal. C'est ça aussi la particularité, c'est qu'elle ne s'intéresse pas forcément à l'enfant psychotique, autiste, etc. Et comme elle a été extrêmement relayée dans les médias, parce qu'elle avait des amis à la radio, donc elle était elle a fait une émission très très présente tous les jours où à elle la radio. répondait à des lettres. Voilà, donc elle va donner aux parents des explications rassurantes quelque part, en tout cas des réponses à leurs questions sur comment on va s'occuper d'un bébé, comment on gère le rapport dans la fratrie, à quel moment on doit s'attendre à ce qu'un enfant soit propre, etc. Donc des questions très concrètes auxquelles personne ne s'était vraiment intéressé avant et qui ont aussi contribué largement à ce triomphe de la psychanalyse en France, quoi. Oui, elle a joué un rôle important. Elle a eu une éducation catholique aussi. Et ça tombe, je crois, au Père Lachaise. C'est bien avec une croix. Enfin, elle est morte en bonne chrétienne. D'accord. Oui. Il y a un courant dont on ne parle plus beaucoup maintenant, mais qui a été très important dans les milieux chrétiens. C'est le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Mounier était un philosophe, un professeur de philosophie au lycée français à Bruxelles, qui était un chrétien militant et qui secouait très fort l'Église. Une des idées centrales, c'est l'importance de reconnaître l'autre comme une personne, y compris l'enfant et le tout petit enfant. Donc elle reprend un peu cette idée. D'accord, il est arrivé avant elle. Avant elle, le personnalisme, qui a été un courant qui a eu beaucoup d'importance. La grande avenue de la faculté de médecine ici à l'université de Louvain s'appelle l'avenue Emmanuel Mounier. Les étudiants ne savent plus qui est Mounier. Mais moi, je sais bien parce que j'ai été un grand admirateur. J'ai d'ailleurs appelé mon fils aîné Emmanuel en souvenir de Mounier, dont j'avais lu une grande partie de l'œuvre. Cette idée qu'il faut respecter la personne, qu'il faut l'écouter, même quand elle est encore toute petite, c'est une idée qui était dans l'air et que Dolto a repris, et qui est une très bonne idée. Donc, il faut applaudir. Il y a chez elle des remarques de bon sens, mais si on est attentif à tout ce qu'elle écrit, il y a des moments
quand même on tombe des nues, quoi, où elle raconte n'importe quoi, où elle dit que si l'enfant a des problèmes de lecture, c'est parce que dans le mot lire, il y a le mot lit, et que l'enfant est obsédé par ce qui se passe dans le lit des parents. Ouais, donc on retombe toujours Oui, sur les là, mêmes on retombe avec des jeux de mots. Elle croit aussi que les enfants, notamment les autistes, ont des capacités de télépathie. Enfin, elle a aussi raconté un peu n'importe quoi. Oui. Oui, et puis en même temps, je disais qu'elle donne des réponses aux parents, mais c'est pas des réponses de tout repos non plus. Quand on regarde ce qu'il y a dans les livres qu'elle a écrits, comme par exemple La cause des adolescents, c'est hyper anxiogène, quoi. Elle parle des suicides des adolescents en disant que c'est une épidémie occultée, à chacun sa drogue, faux paradis et pseudo-groupe, échec à l'échec scolaire. Enfin, elle pointe que des problèmes. L'adolescence, c'est vraiment le nid à problème, comme si c'était la normalité, que les adolescents se droguent, que les adolescents se suicident ou qu'il y ait un échec scolaire. Oui. Donc il y a ce truc qui fait que le parent, en écoutant François Dolto, je suis pas sûre qu'il était très rassuré, quoi. Surtout quand on a des interprétations où c'est toujours la mère qui est en cause, parce que c'est ça le truc. Oui. Et elle est aussi très freudienne. Elle dit par exemple que les femmes n'ont pas de surmoi. Parce que Freud a dit que la femme, du fait qu'elle n'a pas le même complexe d'Édipe que le garçon, alors le garçon, lui, il doit lutter contre les pulsions incestueuses, et comme le surmoi, selon Freud, est formé à partir de la résistance aux pulsions incestueuses, son surmoi est plus fort que celui de la fille qui ne doit pas lutter de la même façon. Oui. Et donc, Dolto reprend ça mot à mot. J'ai cité dans mon bouquin et dans plusieurs articles ces passages où il dit « La femme a un surmoi moins fort quand elle a un surmoi. » C'est incroyable. Et puis, venant d'une femme, en plus, on se dit, c'est une intériorisation de la misogynie qui est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est très étonnant. Elle affirme sans aucune nuance. Et évidemment, on est d'accord qu'elle n'a fait aucune recherche méthodique. C'est toujours par rapport à sa patientèle. Là aussi, ce qui est typique, ce sont les généralisations. Comme j'ai cité là tantôt, elle dit voilà, les hommes préfèrent toujours que leurs femmes soient frigides. Non, combien ? On aboutit avec elle à une sorte de psychologisation de tout, en fait. Tout dans l'attention des parents vis-à-vis de l'enfant devient une préoccupation. Il faut essayer de décrypter en fait ce que nous dit l'enfant, et tout potentiellement peut être catastrophique en fait. Donc dès qu'il va y avoir quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mon garçon est dyslexique, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un rejet du sein maternel, est-ce que ça veut dire qu'il y a un gros problème relationnel avec la mère ou pas ? Et je crois que c'est des idées qui restent encore aujourd'hui, alors de manière plus ou moins consciente, plus ou moins affirmée, mais on va avoir une sorte de culpabilité de la part des parents et en particulier des mères, si jamais l'enfant ne veut pas prendre son repas ou qu'il a un problème à l'école, etc. quoi. Lorsqu'il y a aussi des dyscalculies, des dysorthographies, il y a des enfants et des adultes qui ont des problèmes cognitifs qui sont liés au fonctionnement du cerveau, qu'on ne peut pas changer facilement. On peut faire des apprentissages qui corrigent, mais il y a des constitutions mentales, et donc tout ça va être interprété en termes toujours relationnels et en termes psy. On dit souvent que ces psychanalystes des années 60, 70, 80, donc Lacan et Dolto principalement, étaient progressistes, il y avait ce côté un peu révolutionnaire marxiste, etc. Et finalement, quand on regarde précisément ce qu'ils disent, c'est extrêmement conservateur, c'est extrêmement réactionnaire. Elle dit quand même, les parents ne doivent pas contrarier l'ordre de la nature. Déjà, ça veut tout et rien dire, on ne sait pas ce qu'elle veut dire, mais en plus, c'est tellement réactionnaire comme formulation, ça crève les yeux aujourd'hui en tout cas. Et alors, elle dit un autre truc qui est quand même assez extraordinaire, la responsabilité de mes actes est à l'extérieur de moi-même. Là, ça rappelle un peu du Lacan. Oui, elle dit aussi, par exemple, les enfants ont tous les droits. Alors non, ils ont des droits, bien sûr, mais non pas tous les droits. Ils ont besoin d'un cadre. Elle dit aussi, par exemple, s'ennuyer à l'école est un signe d'intelligence. Bon, alors, c'est évident qu'il y a des enfants très doués qui s'ennuient à l'école et qui sont intelligents, mais l'enfant qui s'ennuie, il peut s'ennuyer parce qu'il ne comprend rien. Et le summum, pour terminer avec Dolto, parce qu'on aurait beaucoup à dire, mais enfin, on n'a pas forcément le temps de s'étaler, elle a quand même signé une pétition, une tribune, appelant à l'abolition des lois protégeant les enfants de relations sexuelles avec des adultes. Et quel que soit l'âge. C'est-à-dire, pour elle, le seul problème de l'inceste, il vient de l'enfant. C'est-à-dire, c'est lui qui a accepté la relation incestueuse et qui aurait dû dire non
à l'adulte. Oui. Donc, que l'adulte ait une attirance pour l'enfant, elle dit que c'est normal. Et effectivement, je pense que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir ce genre de cas. Mais là, on parle de passage à l'acte. On n'est pas en train de parler de fantasmes ou de pensées qui traversent l'esprit. Et elle veut carrément que la loi change. Oui. Et là, on se demande, c'est quoi sa motivation, quoi ? C'était dans l'air. À l'époque, il y avait une série d'intellectuels qui étaient de ce même avis. Tout ça, c'était quand même la fin des années 60, où on y est allé un peu fort. Par exemple, aux Pays-Bas, où moi j'ai continué à aller après y avoir été assistant, il y avait par exemple de la pornographie d'enfants. Ça a été interdit quelques années plus tard. Mais donc, il y a eu notamment une espèce de permissivité à l'égard de la sexualité. On disait, voilà, il vaut mieux que l'enfant apprenne la sexualité avec un adulte plutôt qu'entre eux. Ah oui, quand même. Mal. Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais je comprends bien que quelque part, à l'époque, ça faisait progressiste de dire l'enfant a une sexualité. Donc, ok. Mais quand même, quand elle dit les enfants piègent les adultes avec leurs désirs, c'est pousser le bouchon quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Et en interview pour un magazine, elle a quand même dit il n'y a pas eu de viol du tout, elles sont consentantes. En parlant d'enfants qui ont été victimes de viol. Donc là, chez Dolto, je pense que c'est important de le nommer parce qu'il y a quand même des choses qui sont inadmissibles, en tout cas. Oui. C'est ça qui était typique de cette époque où les psychanalystes s'étaient portés au nu, en particulier Lacan et Dolto, c'est qu'on les interviewait abondamment. Et il disait ce qui passait par la tête, ça ressemble à la phrase que j'ai citée là de Lacan. On dit il n'y a pas de rapport sexuel, et puis on dit oui, mais il ne faut pas comprendre comme ça, il ne faut pas prendre à la lettre, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Tout ça n'est pas rigoureux. C'est ça qui est gênant. Et donc, il faut bien savoir que c'est pas rigoureux, quoi. Oui, et puis je pense aussi que ce qui est important, c'est de rétablir la réalité de ce qu'ils ont pu dire dans leur communication. Parce qu'on a aussi cette image d'un mouvement progressiste, encore une fois, et qui est plutôt féministe, alors que, on sait que Freud disait en gros que les femmes étaient des imbéciles, il l'a dit. Bon, comme vous le disiez, ça faisait partie de son époque, mais Lacan, avec son primat du phallus, la femme s'efface complètement devant ce symbole de la puissance qui serait central et pour l'homme et pour la femme, et où finalement le vagin est un trou béant, une chose innommable qu'il ne faut surtout pas traiter et qui fait peur à tout le monde, et qui est un mystère profond, alors que l'homme, au contraire, est beaucoup plus compréhensible. Oui, une sexualité éclatante. Voilà, exactement. Donc, Dolto, elle aussi, alors, elle va un peu contre Freud, puisqu'elle dit que la femme est complémentaire de l'homme. Ce qui est une notion qui, disons, réhabilite un tout petit peu la femme par rapport à l'homme, mais en même temps, c'est problématique, parce que dire que la femme est complémentaire de l'homme, c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme a un rôle, la femme a un rôle, que les deux s'imbriquent, mais c'est très essentialisant en réalité, encore une fois. Les femmes suivent un certain chemin, les hommes doivent suivre un autre chemin, c'est très enfermant, quoi. Et elle dit que pour être génitalement mûre, il faut à la femme un homme qui l'aime. Et elle accuse les féministes qui critiquent Freud de vouloir tuer le père symbolique. Donc, on sent bien qu'il y a un certain statu quo chez elle, quoi. Et j'en rajoute une couche, je suis désolée, mais là, il faut vraiment en parler, c'est la question de l'orgasme. Alors, elle parle d'orgasme vaginal, ce qui, a priori, n'était pas un terme qu'avait nommé Freud. Freud, il parlait de plaisir, mais pas d'orgasme vaginal. Et selon elle, elle a quand même élaboré une théorie assez approfondie sur les orgasmes, puisqu'elle dit qu'il y a 4 sortes d'orgasmes féminins et que seul l'accès à l'orgasme utéro-annexiel caractérise les vraies femmes. Je cite. Bon, à partir de là, on comprend que beaucoup de femmes, dans la lignée de Freud et de Dolto, ont eu quelques problèmes pour avoir du plaisir dans leurs relations sexuelles. Je veux dire, à partir du moment où on nie l'utilité du clitoris pour atteindre l'orgasme, on est bien embêté, quoi. Oui. Donc ça, c'est vraiment un gros préjudice qu'on peut reprocher à Freud et à Dolto. Et à Lacan, tant qu'on y est. Oui. Et vous, c'est dans ce cadre-là, dans les années 60, que vous commencez donc à étudier la psychanalyse. C'était quoi l'ambiance ? Enfin, c'était quoi cet intérêt à l'époque qu'on pouvait avoir pour la psychanalyse ? Resituez-nous ça, parce que je pense qu'on peut avoir un peu de difficulté à comprendre ça. La psychanalyse n'était pas encore tellement à la mode, et donc des gens comme moi qui s'y intéressaient, on avait quand même l'impression d'une connaissance qui était un petit peu taboue. On parlait aussi beaucoup de sexualité là-dedans. Donc quand j'ai fait mes études de psychologie, notamment les 2 premières années, on ne parlait pas du tout de psychanalyse. Or moi, je m'y intéressais déjà beaucoup. J'ai demandé donc
à l'époque déjà faire une analyse didactique, je me suis intéressé de plus en plus à la psychanalyse et donc le professeur Scott qui est arrivé lorsque j'étais en 3e année, ça a été alors évidemment le ravissement. Ouais. Parce que Scott était un homme extrêmement érudit. D'abord, c'était un flamand. Il parlait couramment le français. Il parlait très facilement l'anglais, aussi l'allemand. Il avait d'ailleurs fait lui-même sa didactique en allemand en Allemagne, en Suisse. D'accord. Donc, il connaissait les œuvres de Freud par cœur. Et bref, très fasciné par cet homme à la connaissance totalement encyclopédique. Et devenu son assistant, il me propose d'aller aux Pays-Bas. Puisque, je suis flamand au départ, il dit, alors vous comprenez le néerlandais, allez un peu voir ce qu'on fait là-bas. Mm-hmm. Et il dit, j'ai un ami, d'ailleurs, qui est tout prêt à vous accueillir à l'université de Nijmegen, dans le département de psychologie clinique, qui est rattaché à l'hôpital. Vous pourrez aussi voir des patients, etc. Donc, me voilà parti en janvier 1968 à Nijmegen pour 6 mois. Et en arrivant là-bas, le professeur qui m'accueille me dit « Oui, mais vous savez, ici, la psychanalyse, ça n'est plus très à la mode. » Et il dit « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Alors, je dis notamment, je sais interpréter des tests de Rorschach. « Oh, dit le Rorschach, vous savez, si vous voulez, nous en avons dans la cave, mais il y a des tests qui ont été faits là-dessus. Oui. Alors, le test de Rorschach, on précise, c'est celui des encres avec les espèces de formes en forme de papillon où on va interpréter typiquement psychanalytique. Oui. Alors, je dis, j'ai aussi appris à interpréter des tests de Zundy. Il dit ça, il y a un test qui montre que ça... Et donc, je tombais un peu dénu quand même dès la première heure d'entretien. Ah oui. Alors il m'a dit, voilà, nous avons quelqu'un qui revient d'Angleterre, quelqu'un qui a été aux États-Unis, chez Wolpe, qui fait de la thérapie comportementale. Nous avons aussi un Rogerien dans l'équipe, etc. Bof. Et au fil des jours, évidemment, mes copains, mes collègues me taquinaient beaucoup puisque j'étais le freudien. Ça les amusait. Hein. Ils avaient même eu des paroles qui n'étaient pas trop aimables. Par exemple, quelqu'un avait dit « C'est pas étonnant, Jacques, que tu crois encore à la psychanalyse parce que l'université de Louvain, c'est une université qui a été fondée au Moyen-Âge, n'est-ce pas, au XVe siècle. » Bon. Oui, il faut dire qu'aux Pays-Bas, ils étaient beaucoup plus anglo-saxons dans leur approche. Ils avaient suivi la progression qu'il y avait eu en Angleterre et aux États-Unis, contrairement à la Belgique, qui, elle, était beaucoup plus proche de ce qui s'était produit en France. Oui. Donc là, vous débarquiez chez les anglo-saxons, en fait. Chez les anglo-saxons, oui, tout à fait. D'un coup, dans le grand bain. Oui, des gens qui étaient allés à Londres, qui étaient allés à l'université de Pennsylvanie, etc. Alors, il y avait fondamentalement 3 ou 4 grandes critiques à la psychanalyse que j'ai essayé de digérer. D'une part, c'était à la mode, en 68, c'était la critique politique. Donc, il y avait des auteurs comme Marcuse qui parlaient du vieillissement de la psychanalyse et surtout du fait que la psychanalyse explique toujours par l'intérieur et néglige complètement les relations sociales. Donc, par exemple, si les ouvriers font la grève, c'est parce que c'est l'image du père qu'il fallait attaquer. On ne s'interroge pas sur les conditions de travail, de salaire. Et donc, la psychanalyse apparaissait comme le suppôt du capitalisme. Et donc, il y avait la critique politique, à laquelle personnellement je n'étais pas très sensible, mais la critique scientifique aussi. Et donc c'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler de Popper. On me disait aussi, quand on compare les psychothérapies, Eysenck, c'est aussi un nom que j'ai découvert là-bas. Il avait fait des comparaisons au niveau des effets des psychothérapies. Alors la psychanalyse a des effets, mais qui ne sont pas meilleurs qu'avec n'importe quelle autre thérapie. L'ennui, c'est qu'elle est beaucoup plus coûteuse en temps et en argent, et donc il y a les problèmes d'efficacité. Et ça, c'était un argument, évidemment, qui me touchait beaucoup plus que l'argument politique ou même scientifique. Et puis, il y avait un autre argument qu'on ne m'a pas tout de suite présenté, mais auquel on est quand même arrivé, c'est qu'ils ont invité mon patron, Jacques Scott, là-bas, qui était flamand, lui aussi au départ, qui a fait une conférence sur Lacan qui était assez obscure. Et je me souviens que le chef adjoint du département me dit « Mais je suis désolé de te le dire, mais ton patron, c'est un charlatan. Il raconte n'importe quoi. » Le choc. La star de Louvain. Alors, je n'encaissais pas trop bien cette remarque, je trouvais un peu déplaisant. Mais il dit, écoute, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du charabia. Ce Lacan, c'est un charlatan. Et donc, c'est là que pour la première fois aussi, j'ai entendu ce mot charlatan, quacksalver en néerlandais, à propos de Lacan. Ça m'a quand même fort perturbé. On était en 68. Je faisais aussi encore ma didactique. Je rentrais donc le vendredi soir pour faire une séance d'analyse très tard. Vers 9h du soir, j'avais un psychanalyste qui acceptait ça, il était d'ailleurs un homme charmant. Je faisais une séance d'analyse le samedi,
et une séance d'analyse le dimanche. Donc 3 séances encore par semaine, tout en étant assistant à l'université de Nîmes. Oui, donc vous étiez quand même très persuadé et enthousiaste. Très fatigant. Mais donc, j'ai continué à faire ma didactique jusqu'en 69. J'ai commencé ma thèse de doctorat en 68. Et donc, j'étais perturbé, mais revenu à Louvain, il y avait des fissures dans ma foi, mais je ne l'avais pas complètement balayé. Alors, j'ai continué à garder des relations avec les gens que j'avais rencontrés à Nimègue, dont un ami qui était devenu ensuite professeur à Amsterdam, que j'allais voir à Amsterdam. Et donc, progressivement, ma foi s'est émiettée pour toute une série de raisons. J'ai cité là tantôt le choc qu'avait été l'interprétation de Lacan, mais aussi le fait que, par exemple, le grand professeur de lacanisme à Louvain, Alphonse de Wallens, qui faisait son séminaire sur Lacan, que je suivais donc. Un jour, mon patron me dit « Est-ce que vous êtes en voiture ?» Je dis « Ouais ». Il dit « Vous pouvez aller chercher Alphonse de Wallens ». Et il me dit à voix basse, parce que Alphonse est agoraphobe et n'ose pas traverser le boulevard. Donc le local du séminaire était sur un boulevard et il fallait traverser tout simplement le boulevard et il n'osait pas. Et donc, j'ai appris aussi que le brave de Wallens, quand l'université de Louvain a déménagé à Louvain-la-Neuve, il n'osait pas venir seul à Louvain-la-Neuve. Sa femme devait l'accompagner, elle était complètement agoraphobe. Alors, ça me semblait quand même un peu fort, que celui qui était l'expert de Lacan n'ose pas traverser un boulevard et n'ose pas prendre le train seul. Mais alors, j'ai vu aussi des psychanalystes alcooliques qui ne parvenaient pas à arrêter l'alcool, qui ne parvenaient pas à arrêter de fumer, qui avaient des comportements qui, à mes yeux, laissaient tout à fait à désirer. Oui, donc quand on parle de santé mentale... Oui, alors je disais, au fond, la psychanalyse, ce n'est pas la recette pour une bonne gestion de soi. Ça a beaucoup joué aussi, donc des expériences personnelles. Alors, j'ai quand même publié un livre d'orientation psychanalytique, L'agressivité humaine, une étude freudienne en 1975. L'éditeur, qui avait trouvé que c'était un bon livre, me dit « Mais vous écrivez bien, vous pouvez en faire un autre, si vous voulez, pour moi. » Et alors, de par mon expérience hollandaise, je me suis dit, mais je vais faire le bilan de la psychanalyse. Je vais un peu voir qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qu'on doit abandonner. Oui, donc là, on sent que votre expérience aux Pays-Bas a mûri dans votre tête. Oui, ça avait fameusement fissuré ma foi. Et alors, j'ai lu ce livre étonnant d'Henri Ellenberger, Histoire de l'inconscient, où j'ai découvert qu'il y avait quantité de choses au 19e siècle, que Freud, finalement, n'était pas si original que ça. Et donc, j'ai découvert que Freud généralisait à outrance. Par exemple, il ne se contente pas de dire les rêves peuvent exprimer un désir, mais il dit tout rêve est toujours l'expression d'un désir. Et donc, quand il y a un cauchemar, il doit commencer à faire des jeux de mots, des interprétations, jouer avec des symboles. Et comme je le disais, s'il rêve que sa mère est morte, il finit, grâce à des symboles et des jeux de mots, de dire c'était un désir incestueux. C'est la même chose pour les lapsus. Il y a des lapsus tout simples, tout évidents. Où est le refoulement là-dedans ? Pas du tout. Hein. Donc là, désillusion de votre part, quoi. Ça commence à casser de tous les côtés, sans compter aussi que j'avais assisté tout de même à l'université de Nîmes à quelques thérapies de phobie. On pratiquait ça au département de psychologie. Donc avec des techniques cognitivo-comportementales. Oui, avec la technique comportementale. Par exemple, j'ai assisté à une phobie d'ascenseur, à une phobie de pigeons, et tout ça marchait relativement bien. Il n'y avait pas de substitution de symptômes. Une femme, par exemple, n'avait plus peur des pigeons, mais c'est pas pour ça qu'elle avait un autre problème qui venait à la place. Oui, donc quelque part, on peut se dire, ce fameux psychanalyste qui n'arrive pas à traverser la rue, peut-être qu'il pourrait se tourner vers une technique qui fonctionne. Il aurait pu faire une thérapie comportementale, oui. En fait, on ne change aussi bien d'idée que lorsqu'il y a une possibilité de substitution. Oui. C'est aussi le fait que les thérapies comportementales commencent à se développer. Donc, il y avait des alternatives et donc, je me suis dit, je dois faire autre chose. Mais en 1972, vous avez rencontré Lacan. Vous avez déjeuné avec lui. Oui. Alors, ça a donné quoi, ça ? Il vous a pas séduit ? Non, il était venu à Louvain. Il a fait le soir une conférence qu'on trouve sur Internet facilement. Ah oui, d'accord. C'est au cours de cette conférence qu'il y a un bonhomme qui est venu l'arroser d'ailleurs avec une carafe. Pour se moquer de lui ? Oui, pour se moquer de lui, de son blabla. Et donc, le lendemain, il a passé la journée entière avec nous, avec quelques psychanalystes de l'école belge de psychanalyse. Et mon patron m'a dit, nous allons dîner avec Lacan parce que vous allez bientôt défendre votre thèse de doctorat sur le thème de l'agressivité. Et donc, comme ça, vous pouvez poser des questions à Lacan. Donc, j'étais face à Lacan. C'est génial. Ouais.
un peu mal à l'aise devant le maître. Ouais. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, est-ce que vous avez développé de nouvelles idées depuis votre article sur la criminologie en telle année, etc., que j'avais bien potassé. Alors, il m'a dit, oui, il a dit, vous savez, l'agressivité, c'est toujours une question d'identification. Et puis, il est parti dans un discours qui devenait incompréhensible. Alors, c'était inquiétant parce que moi, j'avais étudié tout ça en détail, y compris des textes de Lacan. Et alors, je ne parvenais pas à le suivre. J'avais l'impression qu'il faisait des associations libres comme ça, qui disaient un peu Pendant le déjeuner. Oui. J'ai été fort déçu. Mmh. J'ai défendu ma thèse de doctorat quelques mois plus tard. Le jury était composé de 4 psychanalystes et d'un psychologue qui n'était pas. Et donc, ces 4 psychanalystes avaient estimé que ma thèse était remarquable. Oui. Donc, je comprenais la psychanalyse, non d'une pipe. Donc, ça, ce n'était pas normal. Et progressivement, donc, j'ai trouvé que Lacan, c'était du blabla. D'accord. Pour une large part. D'accord. Évidemment, on peut trouver là-dedans, comme chez Dolto, comme un peu partout, on peut toujours trouver, quand les gens parlent beaucoup, des choses intéressantes ou des jolies formules. Mais j'ai continué à être quand même pendant un bon bout de temps freudien, en ayant sérieusement pris distance à l'égard de Lacan. Vous avez essayé de sauver les meubles de la psychanalyse. Oui, de la psychanalyse. Mais alors, en 78-79, à cette période-là, j'ai arrêté les traitements d'orientation psychanalytique. J'ai cherché une autre voie. J'ai pensé à la thérapie rogérienne, mais que je trouvais assez passive. C'était sympathique parce que j'avais rencontré des rogériens aux Pays-Bas qui me semblaient tous des gens chaleureux, empathiques, qui écoutaient vraiment bien. J'avais eu un très bon contact avec ces gens. Mais la thérapie comportementale m'est apparue alors comme quelque chose de plus structuré, de plus directif et avec de meilleurs résultats. Donc, je me suis inscrit à l'association flamande, d'ailleurs, thérapie comportementale 1980. J'ai suivi la formation pendant 3 ans. Et donc, j'ai commencé à pratiquer ce genre de choses. Donc, vous avez démissionné en 79 oui, alors de clairement. La Société psychanalytique. Oui, j'avais fait une conférence sur les illusions de la psychanalyse. Il y avait beaucoup de monde. Et il y a un psychanalyste qui s'est levé et qui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore dans notre association ?» Et j'ai dit « Ben oui, tu as tout à fait raison. Demain, j'écris une lettre de démission. » Voilà, c'était fini. MetaChoc n'existe que grâce à vos dons. Pour que ce podcast humble et superbe continue de secouer vos neurones semaine après semaine, vous pouvez le soutenir de manière ponctuelle ou mensuelle en suivant le lien en description. Merci à celles et ceux qui ont permis à cette série de voir le jour. Cœur et gratitude infinie sur vous. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le 6e et dernier chapitre de cette saga. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.